Quel plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Le 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie s'ouvre ce jeudi 11 octobre 2018 en Arménie. Un sommet qui accueille plus de 80 États et gouvernements membres sous le thème de la solidarité et le partage des valeurs humanistes, source de paix et de prospérité. Il y sera aussi question de désigner le successeur de Michaël Jean au secrétariat général de la francophonie. L'actualité, c'est aussi la démission de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, quitte son poste au moment où la rumeur relative à sa candidature à la présidentielle américaine de 2020 se fait entendre. Si les motifs de sa démission n'ont pas été relevés, Nikki Haley s'est limitée à affirmer que ce fut l'honneur d'une vie de servir en tant qu'ambassadrice. Et puis 10 octobre 2018, le monde célèbre la journée mondiale de la santé mentale, une occasion de sensibiliser le public sur la santé mentale et contre la stigmatisation. Cependant, la prise en charge des malades mentaux dépend de chaque pays ou encore de chacune des familles. Réunion technique entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats présidents de la République. C'est ce mercredi 10 octobre au siège de la centrale électorale à Kinshasa, en présence de Corneille Nangaa, président de la CENI, que ces assises ont eu lieu. Accompagnés de leurs experts, les candidats à la présidentielle du décembre ont discuté notamment de la problématique de la machine à voter, de la question des électeurs enrôlés sans empreinte digitale, de la sécurisation des candidats et du financement du processus électoral. Si Emmanuel Chadari, Vital Kamerhe, Théodore Ngoy, Seth Kikouni, Trifon Kinkemulumba, Yves Mpunga, Martin Fayoulou, Alain Daniel Chikomba, Gabriel Moka et d'autres ont répondu à ces assises. Marie-Josée Ifoukou, la seule candidate à la présidentielle, a brillé par son absence. Selon nos sources, la seule femme candidate justifie son boycott par le fait que la précédente rencontre entre CENI et candidat présidentiable, selon elle, n'avait pas les résultats attendus aux préoccupations des candidats concernant la machine à voter, le fichier électoral, le financement du processus et la logistique. Pour rappel, c'est à la suite de leur réunion du jeudi 4 octobre dernier que les candidats à la présidentielle de décembre prochain, de commun accord avec la CENI, avaient décidé de mettre en place une commission technique pour tabler sur toutes les questions techniques liées directement au processus électoral en cours. Félix Tshisekedi est le vrai opposant selon Kinkemulumba. En ce jour à l'étranger, le candidat à la présidentielle du 23 décembre a reconnu lors d'une interview accordée à Jeune Afrique le 9 octobre dernier le vrai opposant à la présidentielle est le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social Félix Tshisekedi Tshilombo. Kinkemulumba a affirmé que tous ceux qui sont à l'opposition viennent du pouvoir, ils sont de faux opposants. Selon lui, le vrai opposant est le président de l'UDPS, les autres ne sont que de dessus du pouvoir. Rappelons que Trifon Kinke est à la tête d'un parti politique dénommé Kabila Désir, dont l'objectif principal est de promouvoir et pérenniser l'action et la pensée de Joseph Kabila. Istanbul, capitale économique de la Turquie, accueille ce mercredi 10 et ce jeudi 11 octobre 2018 la deuxième édition du Forum économique et d'affaires Turquie-Afrique. Selon le Conseil turc de relations économiques extérieures, cette deuxième édition, qui se tient 2 ans après la première, a pour objectif d'évaluer les opportunités d'affaires et les possibilités de partenariat entre la Turquie et l'Afrique. Avec comme hôte le président turc Erdogan Tayyip, cette messe économique Turquie-Afrique rassemble plusieurs milliers de personnes, soit 3000, dont les présidents rwandais Paul Kagame, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, ministre, tout comme homme d'affaires africain. Dans son discours, Recep Tayyip Erdogan, chef d'État turc, a conforté la volonté de la Turquie de multiplier par 5 en 5 ans le volume de ses échanges avec les continents noirs et les faire passer à 100 milliards de dollars américains à l'horizon 2023. Situé à la croisée de chemin entre l'Europe et l'Asie, Istanbul, centre commercial, industriel et culturel de la Turquie, n'attend plus se limiter à son ancien rôle joué dans l'histoire des civilisations. La Turquie veut également jouer un rôle pivot dans sa nouvelle politique économique avec l'Afrique comme l'est la Chine et les autres puissances intéressées à l'Afrique. Il s'y est de signaler qu'au niveau du gouvernement congolais, aucun officiel n'a fait les déplacements d'Istanbul. Cela malgré la présence des opérateurs économiques congolais dans cette ville. L'État congolais peut y être représenté par
par son ambassadeur. Ouverture ce jeudi 11 octobre du 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie 2018 à Erevan en Arménie. Un sommet qui accueille 84 États et gouvernements membres. Le thème choisi pour cette 17e édition est vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. Au cours de ce sommet, plusieurs sujets devraient être débattus, à savoir le renforcement de la solidarité entre les pays membres, favoriser l'apprentissage du français, mais aussi promouvoir l'égalité homme-femme, sans oublier la désignation du prochain secrétaire général de l'OIF. Quant à la désignation du secrétaire général de l'organisation, l'Afrique devrait maintenir sa solidarité et son unité autour de la candidature rwandaise Louise Mushikiwabo. Michel Jean, l'actuel secrétaire général, dont la candidature n'est pas soutenue par le gouvernement de son pays, le Canada, compte tout de même renouveler son mandat. Mais du côté de Québec, l'on déclare déjà qu'il est temps de laisser la place à un nouveau style de gestion. La désignation de Louise Mushikiwabo par les chefs d'État membres de l'OIF lors de leur huis clos prévu vendredi 12 octobre à Erevan apparaît donc désormais comme une simple formalité. Le deuil continue à l'est de la RDC où encore 5 civils ont été tués hier mardi 9 octobre lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF dans le territoire de Béni au nord Kivu. Le milicien ont pris en embuscade une voiture sur la route nationale 4 se trouvant entre Béni et la province de l'Ituri. Ils ont tué sur les champs un chauffeur de taxi et 4 autres civils et blessé d'autres personnes. L'armée est arrivée en renfort, mais le présumés rebelles avaient déjà commis leur forfait et pris fuite, a confirmé le capitaine Makazukai, porte-parole de l'armée à Béni. Les ADF sont accusés de massacres de plus de 700 civils dans la région de Béni depuis le 2 octobre 2014 et de la mort de 15 casques bleus tanzaniens en décembre 2017. Rappelons aussi que le groupe de présumés rebelles ougandais sont constitués de musulmans qui s'y sont repliés à l'est de la République démocratique du Congo depuis les années 90 afin de lancer des attaques contre le pouvoir du président ougandais Yoweri Museveni. Par ailleurs, une dizaine d'élèves ont manifesté à Béni pour demander le retour de la paix. Ils ont rencontré 21 députés venus de Kinshasa pour aborder des questions sécuritaires. Enfin, les causes de l'accident de circulation survenu samedi 6 octobre 2018 au village Mbunda dans la province du Congo central sont connues. Le colonel Mwanamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, parle de la somnolence au volant, l'excès de vitesse et les manques d'électricité sur la nationale numéro 1. Il précise, je cite, « L'accident n'a pas occasionné autant de morts ni de blessés. Il s'agit plutôt de l'imprudence de la population riveraine qui s'est rendue au lieu de l'accident pour se faire de réserve en carburant sans tenir compte du danger qu'il a guetté, d'où il y a eu explosion. » Fin des citations. Le colonel Mwanamputu a invité l'administration publique à réglementer la délivrance des autorisations des transports du carburant pour prévenir pareil incident à l'avenir. Il a par la suite émis le vœu de voir l'entreprise CEP Congo assurer seule la manutention ou les transports du carburant par pipeline, comme ce fut le cas il y a quelques années. Les professeurs de l'université de Kinshasa Unikin ont repris leur mouvement de grève le lundi 8 octobre 2018 après 6 semaines de suspension de la première grève. Cette grève est due au non-respect par le gouvernement de ses engagements pris depuis le mois d'octobre 2017 de payer les salaires des professeurs au taux de 1600 francs congolais pour $1 américain. Pour obtenir gain de cause, le professeur de l'université de Kinshasa ont fermé leur bureau d'après un constat fait par un reporter de la radio Okapi le mardi 9 octobre 2018. Cette situation de grève suscite la révolte de certains étudiants qui plaident pour une reprise rapide des activités académiques. Ce d'autant plus que l'année académique 2017-2018 doit se boucler et que l'année académique 2018-2019 s'ouvre officiellement dans une semaine.
Mardi 9 octobre, à la surprise générale, le monde a appris la démission de Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Cette nouvelle est tombée, à en croire bon nombre des médias américains, au moment où la rumeur relative à une éventuelle candidature de Nikki à la présidentielle américaine de 2020 défrayait la chronique d'actualité dans l'opinion américaine, ont souligné plusieurs sources. Cependant, il y a lieu de relever que l'ancienne gouverneure de l'État de Caroline du Sud s'est rendue elle-même au bureau ovale de la Maison-Blanche où elle a notifié sa démission au président américain Donald Trump, ont indiqué plusieurs médias. Ces derniers soulignent que si rien n'a été officiellement relevé sur les motifs de sa démission, Nikki Haley s'est limitée devant la presse à affirmer que ce fut l'honneur d'une vie de servir en tant qu'ambassadrice. S'agissant de la rumeur relative à son éventuelle candidature à la présidentielle américaine de 2020, Haley n'a pas tardé de démentir devant la presse internationale. Non, je ne serai pas candidate en 2020, avant de soutenir qu'elle est déterminée à soutenir la campagne de Donald Trump pour sa réélection. Il vous souviendra que la RDC a accueilli Nikki Haley en fin octobre 2017. Avant son arrivée, la classe politique congolaise s'était mobilisée pour rencontrer cette femme que nombreux ont vu être venue apporter le salut à la vie politique congolaise. La journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre est consacrée à l'éducation et à la sensibilisation du public envers la santé mentale et contre la stigmatisation. Cette journée a été célébrée pour la première fois en 1992. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, les individus atteints des troubles mentaux et en particulier ceux placés en établissement présentent des taux de mortalité par cancer et par cardiopathie plus élevés que la population générale. D'après les chiffres, les personnes âgées et dépressives seraient exposées à un risque excédentaire de cancer de 88% et les hommes dépressifs à un risque de cardiopathie accru de 70%. Cependant, la prise en charge des malades mentaux dépend d'un pays à un autre, mais aussi des familles. En RDC, particulièrement à Kinshasa, il existe des structures de prise en charge de ces personnes malades. Mais le soin de chaque malade mental dépend des moyens dont dispose chacune des familles. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie s'ouvre ce jeudi 11 octobre 2018 en Arménie. Un sommet qui accueille plus de 80 États et gouvernements membres sous le thème de la solidarité et le partage des valeurs humanistes, source de paix et de prospérité. Il y sera aussi question de désigner le successeur de Michael Jean au secrétariat général de la francophonie. L'actualité, c'est aussi la démission de l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Nikki Haley quitte son poste au moment où la rumeur relative à sa candidature à la présidentielle américaine de 2020 se fait entendre. Si les motifs de sa démission n'ont pas été relevés, Nikki Haley s'est limitée à affirmer que ce fut l'honneur d'une vie de servir en tant qu'ambassadrice. Et puis 10 octobre 2018, le monde célèbre la journée mondiale de la santé mentale, une occasion de sensibiliser le public sur la santé mentale et contre la stigmatisation. Cependant, la prise en charge des malades mentaux dépend de chaque pays ou encore de chacune des familles. Fin de cette édition d'information, merci et à très bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce 10 octobre 2018. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre « Le divorce d'avec la MP étant consommé, le Palou bientôt en consultation de sa base pour une consigne de vote ». Le parti lumumbiste unifié Palou envisage pour bientôt une consultation de sa base pour une ultime consigne de vote. Antoine Kizenga, secrétaire général et chef du parti, l'a annoncé à haute et intelligible voix à l'occasion de son 93e anniversaire de naissance célébré le 6 octobre dans sa résidence familiale à Montfléry, l'un des quartiers NEC ultra super de la ville de Kinshasa. L'occasion faisant les larrons, Antoine Kizenga s'en est violemment et publiquement pris aux derniers arrêts de la Cour constitutionnelle rendu le 3 septembre dernier, à savoir le verdict de requête de 4 sur les 6 candidats présidents de la République, dont le chef du Palou, autrefois recalé par la commission
Commission électorale nationale indépendante. La plus haute juridiction de la République, à savoir la Cour constitutionnelle, agissant au mépris de valeurs qu'elle est censée incarner, s'est illustrée plus récemment dans une parodie de procès dans le dossier du contentieux des candidatures qui n'ont concerné que le parti lumumbiste unifié, ce dans le seul but évident de nuire aux intérêts politiques, et ceci près d'un mois après le contentieux visé soit définitivement clôturé conformément à la loi, ponctue Antoine Kizinga dans un accent grave. Poursuivons cette revue de presse avec le site d'actualité Congo Virtuel qui titre « Le FPI lance la construction de 4 ponts à Kailo ». Dans le cadre de sa nouvelle vision de financement, le Fonds de promotion de l'industrie vise à financer un projet dans chaque territoire de la RDC tout en veillant à ce que le projet financé s'inscrive dans la logique de la chaîne de valeur. C'est dans ce cadre que le directeur général adjoint du FPI Boniface Kassembe a effectué une mission de supervision de projets financés par le FPI dans la province du Maniema afin de se rendre compte de leur état d'avancement et aussi d'accompagner et encadrer le promoteur pour un meilleur résultat. En marge de cette mission principale de suivi, le directeur général adjoint accompagné du gouverneur de la province du Maniema, Jérôme Bikenge, a posé la première pierre marquant le lancement de travaux de construction de 4 ouvrages d'art dans les territoires de Kailo, sur l'axe routier Kindu-Lokandu. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui titre « Kasai, nouvelle vague de Congolais expulsés d'Angola ». Plusieurs milliers de Congolais ont été expulsés d'Angola ce dernier jour par la frontière de Kamako au Kasai. Selon les HCR, entre le 1er et le 6 octobre, plus de 52 600 Congolais étaient arrivés à Kamako où ils vivent dans des conditions difficiles. Plusieurs témoignages font état de violences subies sur le sol angolais par les expulsés. Il y a eu même un accident parmi les véhicules qui transportaient les expulsés. On dit qu'il y aurait 4 morts. Comme on ne sait pas traverser la frontière pour vérifier, on se contente de garder cette information, a indiqué le chef des bureaux de la Commission nationale pour les réfugiés à Kamako, Mathieu Mboma. Tous les services sont débordés par l'afflux de personnes qui viennent de rentrer. Mathieu Mboma redoute par ailleurs le maladie hydrique. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.